dans une certaine mesure, l'IA permet à chacun d'être beaucoup plus autonome. Et effectivement, il y a une facilité d'aller de l'idée au prototype à la mise en production qui est incroyable et qui est une source de possibilités énorme pour les marketeurs. Maintenant, effectivement, je pense que chacun a aussi son art. En fait, un designer sera toujours meilleur en design qu'un marketeur qui utilise de l'IA parce que, oui, c'est un art. Donc, c'est une expertise, aller à l'essentiel beaucoup plus vite et justement avoir cet œil critique aussi sur le rendu de l'IA. Et ça, je pense que c'est une expertise qu'on ne pourra pas enlever. Bonjour à tous et bienvenue sur Icebreaker, le podcast d'Eskimos. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Aurélie. Bonjour. Salut Aurélie. Comme d'habitude, on commence toujours le podcast avec l'introduction qui est la séquence Two Shoes. Two Shoes, c'est quoi ? Tu as 40 secondes pour te présenter, pour me dire qui tu es et ce que tu fais. Je te laisse la parole. C'est parti. Je suis donc Aurélie, je suis CMO et fondatrice de Tech Marketing Leaders, qui est une communauté de CMO qui regroupe à peu près 150 CMO d'entreprises tech françaises. Je suis aussi la co-autrice d'un livre qui est Quand les startups et licornes réinventent le marketing, que j'ai coécrit avec les membres de la communauté Tech Marketing Leaders. J'ai un peu plus de 17 ans d'expérience, à la fois en produit, en marketing, en business. Et je viens de passer 5 ans chez Alan pour accompagner la croissance jusqu'à 700 millions d'euros d'ARR et 1 million de membres. Donc on va détailler pendant une heure un peu ton parcours et puis un peu ton positionnement. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que tu as vu plein de choses, tu as une expérience assez solide et puis tu es surtout au cœur du réacteur de la Startup Nation, entre guillemets. Donc tu vas pouvoir nous partager ce retour d'expérience. Pour continuer un peu et puis pour apprendre à te découvrir, on a une deuxième séquence qui s'appelle Icebreaker, donc on n'est pas allé bien loin pour chercher l'idée, mais il faut que tu nous partages entre deux vérités, un mensonge, et puis moi mon rôle c'est de trouver finalement l'aiguille dans la botte de foin, donc vas-y, je te laisse nous partager ça. Je suis marathonienne, je suis joueuse de poker en ligne, et j'ai une licence en littérature allemande. Ok, je vais prendre mes petits buzzers. Alors je dis à chaque fois je suis très mauvais, donc je suis à 1 sur 7 pour l'instant, donc on va voir si j'arrive à renverser la vapeur. Je suis marathonienne, ça j'y crois assez, donc je dis que c'est vrai. C'est juste. Ouais, et t'es marathonienne depuis quand ? Le premier marathon que j'ai fait, c'était en 2011. 2011, d'accord. Et depuis, t'en as fait plusieurs ? Chaque année, t'en fais un ? Non, j'ai arrêté il y a quelques années maintenant. Ok. Mais j'en ai fait 2. Et après, j'hésite entre la 2 et la 3. Est-ce que t'as pas un indice ? Redis-nous peut-être les deux. Je suis joueuse de poker en ligne et j'ai une licence en littérature allemande. Je crois bien à la littérature allemande. Je pense que c'est vrai, la littérature allemande. Bravo. Ouais, c'est vrai. Là, t'as remonté tes stats. Je progresse. C'est bien. Et donc tu as une licence en littérature allemande et tu fais du marketing. Comment on arrive à ça alors ? J'ai surtout fait une école de commerce pour faire du marketing. J'ai fait HEC et effectivement, je suis passionnée par la littérature allemande et j'ai donc fait aussi une licence en littérature allemande. C'est qui ton auteur préféré ? J'en ai plusieurs. Freud sur la psychanalyse. Et puis ensuite, un auteur qui est moins connu, Ilse Aichinger, qui est un auteur autrichien. Ok, je ne vais pas te challenger dessus, ma culture allemande elle est assez familique, mais en tout cas, moi ce que je remarque, c'est que là c'était la 7e ou 8e épisode que l'on fait, et à chaque fois on a des parcours comme ça un peu ésotériques, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on a tous un ancrage, moi également, qui fait qu'on arrive au marketing, mais tous avec des trajectoires un peu différentes, donc c'est ce qui est intéressant. Et donc aujourd'hui, tu es tout juste ex-CMO d'Alan, voilà. Après 5 ans, un peu plus de 5 ans finalement dans l'aventure. Alan, comprenant plus, qui est un peu la success story d'une de nos startups. Et on reviendra dessus. Donc, mais comment on devient CMO d'Alan ? C'est-à-dire que effectivement, tu as commencé ta carrière chez Solocal. Tu as fait plusieurs années où tu as vu à la fois le marketing et les produits. Est-ce que tu veux nous raconter un peu comment tu as abordé cette double casquette ? Alors, je crois que ça n'a pas été fait de façon simultanée. C'est d'abord le marketing, après le produit. Tu nous fasses un petit retour d'expérience là-dessus ? Ouais, bien sûr. Effectivement, le fil rouge, pour moi, ça a toujours été le produit, le marketing dans des univers tech. Donc, effectivement, j'ai passé presque 7 ans chez Solocal à une période assez clé de l'histoire de l'entreprise, puisque c'était vraiment la transformation du business model pour passer de l'annuaire imprimé au digital. Donc, période extrêmement riche en enseignement, de revoir complètement l'offre qu'on proposait aux professionnels, mais aussi l'expérience utilisateur sur le site. Et donc, c'est là où, effectivement, j'ai travaillé à la fois sur le produit, à la fois sur le marketing et le product marketing, qui est aussi quelque chose dont on reparlera, je pense, dans la suite de notre discussion. Donc 7 ans chez Solocal et effectivement ensuite j'ai continué toujours à naviguer entre produit et marketing, cette fois-ci dans une plus petite structure, dans une fintech qui s'appelle QuickSign,
qui est spécialisé dans l'onboarding digital pour les services financiers, donc Boursorama, les entreprises de crédit en ligne, etc. Et puis effectivement, j'ai rejoint ensuite Alan, cette fois-ci focalisé sur le marketing en 2020. Alors, ce qui est intéressant, moi, je trouve, avec Solocal, c'est que. Donc, c'était quelle année, tu nous redire peut-être? 2010-2011 à peu près, ouais. Et donc, tu arrives à un moment charnière de l'entreprise où, effectivement, Solocal est obligé de se transformer. Et je trouve qu'ils ont plutôt bien réussi leur pari, alors qu'il y a plein de boîtes qui n'ont pas réussi cette transformation de dire, je passe du physique, du papier, entre guillemets, au digital. Et eux, ils ont plutôt bien réussi. Et surtout, tu t'occupes, au bout de quelques années, du produit. À l'époque où le produit n'était pas sexy, entre guillemets, en tout cas pas aussi sexy qu'aujourd'hui. À date, aujourd'hui, c'est un peu parcours premium quand on fait du produit, qu'il y a toute une littérature qui s'est construite autour. 2010, 2012, 2013, c'était encore en jachère, en tout cas sur le marché français, je trouve. Oui, tout à fait. Et je pense qu'on pourrait dire ça du produit et aussi du product marketing. On voit aujourd'hui, on entend de plus en plus parler du go-to-market, du product marketing. On entend de plus en plus de VC aussi en parler. Et à l'époque, effectivement, c'était encore assez balbutiant sur le marché français. Et c'est ça aussi qui est extrêmement intéressant, de commencer à mettre en place des pratiques qui vont ensuite se diffuser sur l'ensemble du marché. Et ça contribue à éduquer aussi le marché sur cette dimension-là. Cela dit, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a plein de fondamentaux qui existent depuis toujours, et dans le produit et dans le marketing produit. C'est aussi quand même la base dans la grande consommation depuis toujours. Et donc, c'est ça qui est très intéressant, c'est arriver à naviguer entre des choses qui ont toujours été les fondamentaux du produit, du marketing, et le fait de le renouveler, notamment dans un univers tech. Et ça, par exemple, c'est une des choses qu'on aborde beaucoup quand les startups et licornes réinventent le marketing, dans le livre qu'on a coécrit, parce qu'effectivement, c'est ça, c'est comment est-ce que dans un univers startup, dans un univers tech, on réinvente un peu les codes de ce qui existe en fait depuis toujours. Mais je pense que c'est un point hyper intéressant. Alors, je partageais ma conviction, puis peut-être que tu pourras la changer ou autre, mais moi j'ai l'impression qu'on vit un âge d'or du produit ou du product qui, là où le marketing a tendance plutôt à être plutôt ISO ou même presque en pente décroissante, je trouve. Et pourquoi? Parce qu'en fait, le produit aujourd'hui était, en tout cas c'était vrai il y a 10 ans, peut-être un peu moins aujourd'hui, mais était très porté par les startups qui avaient une vision produit très, très forte. Et sur lequel effectivement ils l'ont vu comme étant un levier de scale, et il y avait la fameuse théorie où c'est le produit qui amenait la croissance finalement, où ça s'auto-suffisait. Alors je sais pas si Alan avait cette conviction, mais en tout cas c'est un peu ça. Et donc le produit, les équipes produits aujourd'hui, c'est un peu les stars dans les organisations, hein. Puis il y a toute une littérature, il y a toute une grammaire du produit avec des références, des notions, un vocabulaire qui est utilisé, qui fait qu'il y a une technicité, en tout cas d'un point de vue extérieur, moi je suis pas dans le produit, qui dit ah ouais, ils savent de quoi ils parlent. Là où le marketing, j'ai l'impression, n'a pas encore connu cet aggiornamento en disant on le voit encore comme quelque chose presque d'accessible en fait, le marketing. Dans les directions, dans les codir, souvent les 6 mois, alors pareil, tu nous partageras si c'est le cas à Chalan, mais c'est pas la cinquième roue du carrosse, mais le directeur marketing ou la directrice marketing n'a pas autant d'assises, moi je trouve, que ce qu'il devrait avoir par rapport à d'autres directeurs, que ce soit le directeur commercial, le CFO, qui eux sont incontournables dans les codir. On voit que le marketing des fois est bypassé. Alors, quel est ton avis par rapport à ça? Je pense qu'en fait, on met beaucoup, beaucoup de choses derrière marketing. Et je pense que ce que tu décris sur le produit, le fait qu'il y ait beaucoup de littérature, qu'il y ait beaucoup de choses qui soient formalisées, en fait, on l'a aussi, mais sur différents aspects du marketing. Et je pense que c'est cette complexité qui peut parfois, effectivement, rendre les choses un tout petit peu plus floues. Mais en vrai, quand on regarde le product marketing, quand on regarde l'acquisition, toute la partie growth, quand on regarde la partie marque, brand, en fait, ce sont des domaines où il y a beaucoup de choses écrites et qui ont leur technicité, qui ont leur expertise. Et en fait, quand on regarde chacun de ces éléments-là, je pense qu'on a le même niveau de maturité et de formalisation qu'on a dans le product. On n'a pas réussi à créer notre aridité, on va dire. C'est-à-dire que je trouve, pardon, j'évolue un peu en startup, alors pas aussi longtemps que toi, mais le marketing a quand même cette image d'accessibilité. Et la meilleure preuve, c'est quand on lance une campagne média, tout le monde a à peu près son mot à dire en disant ah moi j'aurais fait ça, j'aurais fait ça, etc. Sur le produit, alors c'est un peu vrai, on peut faire des feedbacks sur comment je positionnerais tel produit, comment j'aurais vu tel formulaire, mais la vérité c'est qu'on a quand même peu de retours. En tout cas, je trouve que chacun reste un peu à sa place et on n'attaque pas trop le produit parce qu'on sait que derrière il y a peut-être un imaginaire ou un certain nombre finalement de fioritures qui fait qu'on a du mal à avoir de l'emprise dessus.
Ma conviction très forte, et on y reviendra en parlant de go-to-market et de product marketing, c'est que en fait, la clé, c'est d'arriver à connecter le terrain, ce que vendent les sales et le product. Et si on fait en sorte que toute l'entreprise soit vraiment focalisée sur les besoins des clients, les besoins des consommateurs, et faire en sorte que le produit réponde à ces besoins-là, en fait, à partir de là, on crée un cercle vertueux. Parce que les sales vont vendre le produit tel qu'il est, pas besoin de le survendre. Effectivement, les clients vont avoir un produit qui répond à leurs besoins, donc ils vont être satisfaits. Et là, on va enclencher ce cercle vertueux, parce qu'en plus, ensuite, ce sont les clients eux-mêmes qui vont faire la promotion du produit et qui vont être les meilleurs ambassadeurs. Et donc, c'est là où, pour moi, le marketing, le product marketing est extrêmement clé dans la boucle avec le produit. C'est faire ce lien pour raconter la meilleure histoire possible sur le produit, montrer en quoi ce produit répond à des besoins exprimés ou non des consommateurs, et aussi faire la boucle inverse, c'est-à-dire remonter du terrain toutes les insights, toute la connaissance qui va permettre au produit de s'améliorer en continu et de répondre de mieux en mieux aux besoins des consommateurs. Il y a une théorie justement dans l'écosystème produit qui est minoritaire et que moi j'aime bien et que je fais assez mienne à la tête d'Eskimo, c'est-à-dire que souvent il y a dichotomie en disant est-ce que je dois vendre un produit qui n'existe pas, en tout cas une feature qui n'existe pas, ou est-ce que je dois d'abord la drafter, entre guillemets, la créer pour ensuite la vendre. Le discours majoritaire, c'est de dire il faut d'abord qu'elle existe et puis après je la vends. Moi, je suis plutôt sur la deuxième ligne en disant je trouve que c'est plus dur finalement de vendre quelque chose que de le développer, quoi, finalement. Et je trouve que c'est une bonne façon de savoir ce que veulent tes clients, c'est d'abord de leur vendre, entre guillemets. Et qu'après, tu vends quelque chose et puis après, charge effectivement à faire évoluer les roadmaps, à faire en sorte que le framework intègre finalement ce qui a été vendu pour pouvoir être produit. Et ça, je trouve que c'est une approche effectivement qu'on n'a pas forcément quand on travaille dans le produit parce qu'on se dit faut pas faire de surpromesses aux clients, j'ai pas de bande passante, voilà, c'est assez classique. Moi, je me dis, voilà, c'est quand même, si on arrive à vendre, c'est-à-dire qu'il y a de l'intérêt, il y a une intention, c'est-à-dire que le truc fonctionne, alors que des fois, on passe du temps à produire des features qui ne sont pas utilisées, ou qui édulcorent finalement la promesse initiale du produit, donc qui vont même à l'encontre finalement de l'usage un peu primaire. Je sais pas, ça, c'est des choses qui te... par exemple, quand tu étais chez ce local, est-ce que ça, c'était ce type de questionnement que vous aviez, ou vous aviez une remarque qui était finalement assez linéaire, vous saviez où vous voulez aller, et puis vous avancez chantier par chantier? Oh, ça me parle beaucoup, et effectivement, je pense que c'est une question d'équilibre, en fait, entre avoir déjà un produit qui est suffisamment fonctionnel, élaboré, en production, parce que c'est aussi ça qui va rassurer des clients, notamment en B2B, notamment plus on va upmarket et plus ça va être le cas, parce qu'effectivement, les clients vont attendre d'avoir un produit qui fonctionne, qui est déjà éprouvé. Et puis en même temps, je suis complètement d'accord avec toi, pouvoir vendre des features qui ne sont pas encore développées, déjà pour tester l'appétence sur le marché, et aussi pour créer cette co-construction avec les clients, avec les consommateurs, ça a beaucoup de valeur. Et donc je pense que c'est vraiment un équilibre entre les deux. Et oui, je pense que vraiment, que ce soit chez Solocal, QuickSign, Alan, c'est vraiment des choses qu'on a mises en pratique enfin, voilà, côté marketing et produit, en fait, vraiment main dans la main. Alors, ce que j'ai pas dit en préambule, c'est que tu as fait aussi HEC, donc Oui. avant cette expérience professionnelle. Est-ce que HEC prépare au marketing ou aux produits? Parce que Oui. j'imagine que tes collègues de promo ont eu d'autres trajectoires de carrière, peut-être? Oui, HEC prépare prépare à beaucoup de choses, prépare au marketing, bien entendu. Ouais. Bon, les débouchés marketing sont quand même des débouchés historiques des écoles de commerce. Moi, je suis sortie d'HEC en 2008, ça commence à dater un petit peu. Ce qui est intéressant, c'est de voir que moi, quand je suis sortie d'HEC, il y avait encore très peu de digital. C'était encore vraiment minoritaire. La tech, les startups, c'était vraiment le début. Et donc, pour le coup, on ne s'est pas particulièrement préparé à travailler, à faire du marketing dans des univers très tech, très produits, très digitaux. Et c'est venu petit à petit. Et évidemment, aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. C'était quoi la voie royale en 2008, quand tu sortais d'HEC? Conseil, finance, et le marketing très traditionnel, Procter & Gamble, L'Oréal, qui restent des écoles de marketing excellentes, Ouais. bien entendu.
Et qu'est-ce qui fait que tu t'es orienté alors toi sur du marketing effectivement digital, sur une boîte qui était en pleine transformation? Alors même avant Solocal, moi j'ai commencé dans une toute petite start-up qui s'appelle Igraal, qui fait Ouais, du je connais. cashback et des codes promo. Je travaillais avec Igral, ouais, mais ça existe Bah, toujours d'ailleurs. oh oui, bien Ça a sûr, été ça a été racheté. racheté Ouais, c'est plusieurs ça. fois, Ouais, mais ouais. ouais, ouais, et donc j'étais dans les 10 premiers employés d'Igraal, donc toute petite structure, et j'ai lancé Igraal en Allemagne. En Allemagne. On y Ouais, revient. on revient. Donc oui, moi j'ai fait un choix effectivement qui était À assez peu. contre-courant. Ouais. Comment? Un peu à contre-courant finalement. Pas vraiment un contre-courant, mais en Ouais. tout cas peu choisi à D'accord. l'époque. C'est effectivement de commencer dans une start-up, toute petite équipe, produit tech qu'on était en train de développer. Et ça a été une expérience vraiment fondatrice dans mon parcours parce que c'est vraiment se débrouiller tout seul, inventer beaucoup de choses. Et ouais, c'était très formateur. Ouais. Et donc 15 ans après, donc à peu près en tout cas, donc t'arrives chez Alan. Alan, donc t'arrives quoi? C'était en 2020, c'est ça? Absolument. Et en 2020, on est à quel niveau de l'aventure Alan? Est-ce que Alan est en 2020 déjà une marque qui est établie avec un track record important ou est-ce que vous étiez encore ultra challenger avec un parc de clients à aller conquérir? Je dirais on était entre les deux. Alan va avoir 10 ans. En 2020, Alan avait 5 ans, un peu moins de 200 employés. Et effectivement, c'était déjà une marque établie avec de très beaux succès en France dans des secteurs, évidemment dans le secteur tech, qui est un peu le cœur historique, avec un ADN très fort commun. Mais aussi, on commençait à avoir des succès dans d'autres secteurs comme la restauration ou le retail. 2020, c'est aussi l'année où Alan s'est lancé en Belgique et en Espagne. Donc, c'était le début de l'internationalisation. Et donc, on commençait à avoir une marque qui était reconnue en France. Mais évidemment, ça n'a fait que s'accélérer sur les 5 années qui viennent de s'écouler jusqu'à arriver à 1 million de membres aujourd'hui. Et qu'est-ce qui fait que ça a marché? C'est-à-dire que Alan arrive dans un secteur qui est ultra concurrentiel et ultra établi, finalement, avec des marques qui sont peut-être pas centenaires, j'en sais rien, mais en tout cas qui sont là et qui sont bien visibles, bien connus de tous. Qu'est-ce qui fait que vous êtes arrivé, vous avez bougé le secteur et vous avez créé tout de suite du fit, notamment avec les boîtes tech, comme tu l'as dit? Le produit. C'est le produit et la satisfaction. Le fait que le produit soit excellent. Alan est arrivé sur le marché avec un produit qui résout tous les problèmes d'expérience que les utilisateurs avaient depuis toujours avec les assurances santé, les mutuelles historiques. Donc, un produit simple, très intuitif, très transparent, où on a une expérience qui est extrêmement intuitive, c'est-à-dire en ligne avec l'expérience que tout le monde connaît depuis maintenant des années dans le voyage, dans la réservation d'hôtels, de restaurants, etc. Donc vraiment une expérience très fluide, très intuitive. Et c'est ça qui a fait vraiment le succès d'Alan. Et c'est la même chose également pour les RH qui utilisent notre produit, qui sont notre deuxième cible, et qui effectivement tous les services RH aussi ont trouvé dans le produit Alan beaucoup de simplification, d'automatisation qui leur font gagner au quotidien des heures de travail et du travail très chronophage, très manuel. Donc c'est ça vraiment ce qui a fait que le produit a fonctionné avec du coup un NPS, une satisfaction extrêmement élevée, un NPS autour de 70 qui effectivement démontre à quel point nos utilisateurs sont contents d'utiliser le produit. Et ensuite, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. C'est une boucle vertueuse qui se met en place. Ouais, mais c'est intéressant parce que Alan est arrivé à peu près en même temps que Luco. Luco sur la partie assurance. Tout à fait. Sauf qu'il y en a un qui est là aujourd'hui et l'autre qui est plus là. Alors, Luco, ils ont mis la clé sur la porte et puis ils ont été rachetés par Allianz, si je dis pas de bêtises. Et qui a finalement a créé la même dynamique. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés, ils ont dépoussiéré un vieux marché, le marché de l'assurance, avec des parcours ultra intégrés, plug and play, un peu exactement comme vous l'avez fait. Et à date, voilà, ce que je dis, il y en a un qui est là et qui gagne des parts de marché, puis l'autre qui a disparu. Qu'est-ce qui fait la différence? Est-ce que c'est parce que c'est le secteur d'activité qui est un peu différent et qui fait qu'on a peut-être plus d'interaction avec un service comme Alan, notamment pour gérer ses remboursements, gérer un peu tous les aspects de sa santé, entre guillemets, là où sur l'assurance, l'objectif d'une assurance, c'est qu'on ait moins affaire à elle au possible, quoi. Et donc, on la paye une fois, puis après, on veut surtout pas avoir d'autres interactions, puis ils ont peut-être manqué la partie upsell, ou ils ont essayé de se diversifier, mais c'est peut-être plus compliqué de se diversifier sur la partie assurance. Là où vous avez quand même effectivement eu la vertu d'avoir quelque chose de tout intégré, de changer le paradigme du remboursement. Je ne sais pas si c'est vous qui l'avez écrit, mais le fait d'être remboursé très rapidement, où on télécharge finalement
sa feuille de soins, ou en tout cas où sa facture, et tout de suite on est remboursé même avant finalement qu'il y a demande. Et ça, c'est des choses qui sont marrantes parce que c'est des nouveaux paradigmes qui sont aujourd'hui établis et qui ont été repris par d'autres concurrents à vous. Oui, alors je connais très mal Luco, donc je me permettrai pas de dire pourquoi est-ce que notre modèle a été meilleur que le leur. En revanche, je pense qu'effectivement, il y a 2 points particulièrement qui me viennent à l'esprit et qui prouvent la force du modèle Alan. Le premier, tu l'as évoqué, c'est effectivement le modèle intégré. Le fait d'avoir un assureur santé qui gère tout sans intermédiaire, qui gère donc toute la relation avec le client, la partie assurance, la partie gestion, le remboursement. Donc ça permet d'aligner en fait tous les intérêts et de ne pas avoir un intermédiaire qui peut avoir des intérêts un peu divergents en fait. Donc là, vraiment, on s'aligne parfaitement avec nos clients, avec leurs besoins, et on résout des problèmes pour eux. Ce qui nous permet aussi de mettre toute notre énergie, tous nos investissements pour résoudre des problèmes, pour améliorer en continu l'expérience. Donc ça, effectivement, c'est la force du modèle intégré. Le deuxième élément très fort, c'est la mission. On parle de santé, on parle de problèmes que chacun expérimente au quotidien, que ce soit pour soi-même, pour ses proches. C'est un sujet qui est viscéral et qui ne va pas disparaître. Des problèmes de santé, au contraire, on en entend de plus en plus parler. Il y a de plus en plus de problèmes de maladies chroniques, de problèmes de santé mentale, etc. Et donc, on parle d'un sujet qui est vraiment fondamental pour l'humanité et essayer d'être toujours plus proactif, toujours plus dans la prévention, aller faire en sorte que chacun vive mieux, plus longtemps en bonne santé. C'est une mission qui est extrêmement forte et qui, pour moi aussi, explique le succès d'Alan. Ouais, vous êtes dans le bon couloir de l'âge. Vous êtes dans un marché qui est porteur, notamment en France, avec le vieillissement de la population, puis une augmentation de la prise en charge. Donc, effectivement. Et après, moi, ce qui est drôle, c'est que c'est même devenu un marqueur de. Alan, c'est une love brand. C'est-à-dire que vous êtes quand les startups recrutent, elles mettent et mutuelle Alan, etc. Ce qui est un élément quand même qui est assez révélateur, qui montre que c'est un élément positif qu'on met en avant dans les circuits de recrutement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est peut-être la profitabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Alan est profitable? Pas encore? Presque. Ok. Voilà. Donc, ça fait 10 ans, effectivement, que vous êtes en ramp-up, mais vous n'êtes pas encore au point Doctolib qui a réussi, finalement, à franchir le mur de la rentabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes encore en phase d'investissement, finalement. L'objectif, c'est 2026. 2026, donc vous n'êtes pas très loin. Ok, ça marche. Et après, moi j'ai travaillé chez Meurto, je te l'ai dit juste avant. Et ce qui est marrant, chez Meurto, mais je pense que c'est vrai chez tous les acteurs de l'assurance, c'est-à-dire que Alan, ça nous a tous mis un peu un petit taquet derrière la tête, quoi, en disant, en fait, l'assurance, c'est pas obligé d'être chiant et d'être pas beau, quoi, dans les parcours. C'est-à-dire qu'on peut avoir le même niveau d'exigence qu'on peut avoir, tu l'as dit, sur le retail, sur un achat quelconque. Et donc, effectivement, on a tous retravaillé un peu nos parcours clients avec des choses intégrées, hyper smooth, etc., avec un espace client qui est compréhensible et pas des petites notices et polices d'assurance que personne ne comprend, etc. Et mine de rien, ça a permis, effectivement, je pense, d'augmenter le niveau de jeu, le niveau de clarté, de transparence du marché. Et ça, c'est quand même hyper vertueux. Aujourd'hui, tu l'as dit, donc c'est 1 million, c'est ça, 1 million d'assurés? Ouais. Comment ils viennent ces assurés? Est-ce que c'est quoi un peu vos canaux d'acquisition, de recrutement? Globalement, on en a 2 principaux. On a un business self-serve, donc qui sont des toutes petites entreprises, des freelancers, des gens qui sont à leur compte et des retraités, puisqu'on a ouvert une offre pour les retraités, donc en pure B2C. Donc des gens qui viennent sur notre site et qui souscrivent à notre offre sans passer par un sales. Et puis ensuite, on a à peu près 80% de notre business qui vient de la force commerciale Alan. Ok, donc c'est vraiment des équipes commerciaux qui, en outbound, finalement, qui contactent? Ouais, on a de l'outbound et de l'inbound sur la partie commerciale, bien sûr. Et alors, j'allais dire, sur la partie sales, il y a 2 grandes parties maintenant. La partie entreprise privée, qui est notre cœur de clients historiques. Et puis, depuis ces 2 dernières années, la fonction publique qui a pris un poids dans le portefeuille très important. Alan a gagné, par exemple, le ministère de la Transformation écologique, Bercy. Donc, évidemment, c'est des dizaines de milliers qui basculent d'un coup. Comme ça. Exactement, oui. Avec des régimes. En plus, ils ont un régime particulier sur la partie santé, remboursement.
Bon, ils ont des offres spécifiques comme tous nos gros clients. Okay. Voilà. Et donc sur la partie commerciale, comment vous gérez l'outbound? Parce que l'outbound, moi, c'est une discipline que j'aime bien, qui est souvent un peu le parent pauvre, où c'est souvent quelque chose qui est vu comme étant dévalorisé ou dévalorisant, entre guillemets. Et quand on fait du marketing, on aime bien mettre en place des stratégies d'automatisation, etc., ou des stratégies de marque. Et là, ce que tu dis, c'est qu'une partie finalement de la force commerciale, elle va travailler. Finalement, c'est elle qui va essayer d'identifier des parcs de prospects potentiels et essayer de les travailler. Comment ça s'opère, ça? Ouais, je pense que, en fait, c'est très imbriqué aujourd'hui ce qu'on fait, parce que la réalité, c'est que sur certains secteurs, l'inbound et l'outbound se mélangent. Parce qu'il y a peut-être un commercial qui a essayé de contacter une entreprise à un moment donné. Cette entreprise va nous revoir via de la pub online et va prendre un rendez-vous. Bon, donc il y a quand même une porosité entre inbound et outbound qui est réelle. Et je pense que c'est là où il faut vraiment voir un prospect avec tous les touchpoints possibles et faire en sorte de l'intégrer dans une boucle où, on va y avoir un premier touchpoint, il va y avoir du nurturing, du contenu qui va l'intéresser, et puis essayer comme ça de l'amener vers une prise de rendez-vous. Donc effectivement, si quand même on essaie de se raccrocher à des notions assez établies avec inbound et outbound, en outbound, effectivement, on a une partie de l'équipe sales qui contactent des prospects. On a une organisation avec à la fois des BDR et des account exécutifs qui se répartissent le travail. Et puis, de plus en plus, et on y reviendra aussi, on utilise l'IA pour automatiser, simplifier toute cette partie outbound, augmenter la qualification des comptes pour avoir le meilleur taux de conversion possible à cette phase d'inbound. Ouais. Et ce qui est marrant sur le produit, alors nous, on est clients à LAN, voilà, comme beaucoup d'agences ou de startups. Vous avez lancé un produit, alors je ne sais pas si c'est un produit, en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu, les berries, c'est ça, ou les berries? Ah oui. Je ne sais pas comment on le dit exactement. Et c'est quelque chose qui a priori a pas de valeur financière pour vous. Enfin, peut-être que si, tu me diras, mais en tout cas, qui en termes qui gamifie finalement l'expérience. Et donc, moi qui aime bien traquer un peu, mais pas et tout, je suis typiquement la cible idéale pour ce genre d'application. Donc tous les jours, je regarde combien de pages je fais, combien de berries je gagne, où est-ce que je me positionne par rapport à la communauté Eskimos. Alors, je suis jamais premier, mais je suis souvent deuxième. Voilà, tiens, bravo, c'est déjà pas mal. J'essaie de progresser. Et alors, pourquoi vous avez lancé un produit comme celui-ci? C'est quoi l'intérêt derrière? C'est clairement le cœur de notre proposition de valeur. Ce qu'on souhaite avant tout, c'est que nos membres vivent le plus longtemps possible en bonne santé. Et pour ça, en fait, on sait tous ce qu'il faut faire pour être en bonne santé, bouger plus, manger bien, bien dormir. Mais la réalité, c'est que même si on sait tous ce qu'il faut faire, c'est très facile de ne pas le faire. Parce qu'il fait froid et j'ai pas envie de sortir pour faire du sport ou même pour marcher. J'ai la flemme, j'ai envie de regarder une série Netflix à la place sur mon canapé, etc., etc. Et donc, c'est là où la gamification est extrêmement intéressante. C'est par la gamification, on va donner une récompense à notre cerveau pour faire les choses et effectivement pour avoir un petit peu plus d'activité tous les jours. Et ça marche très bien et je suis ravie d'entendre ton témoignage. C'est qu'effectivement, ça marche très bien et ça permet d'augmenter le nombre de pas que chacun fait au cours de la journée. Et on sait que sur le long terme, ça a un vrai impact sur la longévité de chacun. Aurélie, avant avant l'enregistrement du podcast, j'ai demandé effectivement de renseigner tes trois défis pour 2026. Donc je vais les sortir et les montrer à la caméra. Et donc le premier, surprenant, l'IA. Est-ce que tu veux nous en dire un mot sur l'IA? Ouais, bien sûr. Je pense que l'IA en marketing, il y a déjà des gains qu'on a tous touchés du doigt, qui se sont déjà matérialisés. Des gains en productivité, des gains en créativité. Mais je pense qu'en réalité, on a encore très peu touché du doigt l'étendue de l'implication de l'IA sur notre go-to-market. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est que je pense qu'effectivement, on va revoir tout notre go-to-market parce qu'avec l'IA, on va changer beaucoup de choses et notamment l'interaction, la relation qu'on va avoir avec les consommateurs. Il faut repartir du début.
quand un consommateur a un problème, un client a un problème, la première chose, c'est qu'il va chercher de l'information. Il va se renseigner pour essayer de résoudre son problème. Et rien que sur ce moment-là, on voit bien qu'aujourd'hui, les utilisateurs, les consommateurs ne cherchent plus de l'info, ils dialoguent. Quand on prend Google en mode AI, c'est vraiment, voilà, c'est de l'interaction. Tous les LLM sont basés sur l'interaction. Et ça change fondamentalement la façon dont, en tant que marque, on va créer la relation. D'une part, parce que d'une stratégie de push, où on essaie de pousser des contenus, on va aller vers une stratégie de pull, où on va essayer d'intéresser les consommateurs pour les engager dans une discussion. Et puis parce que à partir du moment où un consommateur peut avoir accès à toutes les informations, à toutes ses réponses dans un LLM ou dans un agent qui est embarqué sur son smartphone, quel est l'intérêt d'aller sur le site de la marque? Et donc en tant que marque, comment est-ce que je crée des expériences en ligne, physique, peu importe, pour justement apporter au consommateur une expérience que l'IA ne va pas lui apporter et lui apporter des réponses que l'IA ne lui apportera pas. Donc déjà, voilà, dans l'interaction, il y a énormément de choses qui vont se passer. Et ça, évidemment, ça se déroule ensuite tout le long du funnel. Ça concerne évidemment les ads. Même chose, comment est-ce qu'on fait de la pub en ligne dans ce contexte de l'IA et des LLM? Est-ce que les ads elles-mêmes doivent devenir conversationnelles pour engager le dialogue? Quels sont les nouveaux formats de demain? Et ensuite, dans tout le funnel, comment est-ce qu'on utilise l'IA pour répondre en live aux consommateurs dans tout le flow du funnel? Comment est-ce que peut-être l'IA peut aider à closer des deals? Et donc, c'est là où je pense qu'effectivement, on n'a pas encore touché l'intégralité de l'impact de l'IA sur notre go-to-market. Et c'est un sujet qui est évidemment passionnant. Ouais, la première partie de ton propos, c'est ce qu'on appelle le géo, c'est comment être visible finalement sur... Je sais que c'est ton domaine. Voilà, c'est ça. C'est un des sujets qui m'anime en ce moment, effectivement, comment être visible sur ces nouveaux moteurs. Moi, juste à l'échelle d'Eskimos, c'est un truc en tant que patron de boîte, je suis pour mesurer la performance d'Eskimos. À date, c'est 12% des leads aujourd'hui qui viennent de ChatGPT, sachant que ça, c'est que des leads qui sont mesurables via un clic. Et après, il y a tous ceux qui viennent après avoir vu Eskimos mentionné, mais qui passent ensuite par Google ou qui appellent en direct. Donc ça, c'est pas mesurable. Mais en tout cas, j'ai déjà 12% qui viennent de ChatGPT, donc c'est pas neutre. Alors bon, on a la chance d'être numéro 1 aujourd'hui, donc si on est numéro 2, numéro 3, on a moins, mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est un segment pas neutre. Aujourd'hui, par exemple, chez Alan, est-ce que c'était un levier que vous travaillez de façon proactive? C'est-à-dire que souvent, il y a peu de marques qui le travaillent vraiment. C'est-à-dire qu'elles vont travailler leur SEO, et puis par ricochet, les actions SEO vont rayonner sur la partie GPT et compagnie. Est-ce que vous, c'était quelque chose, il y avait une roadmap établie avec des actions spécifiques pour remonter sur les LLM? Oui, absolument. Donc nous, effectivement, en septembre, en tout cas, on avait à peu près 5% des contrats, notamment des contrats avec des freelancers qui venaient aussi de ChatGPT. Donc on voyait la même dynamique que celle que tu mentionnes. Et effectivement, oui, on a une roadmap spécifique pour le GEO et pour optimiser le référencement dans les LLM. Mais qui était porté par l'équipe Search, par l'équipe SEO chez vous. Ouais. C'était les mêmes, voilà, c'est ça. Ouais. Bon, c'est une personne. Donc, Ouais, mais du coup, ça me conforte parce que moi, c'est un peu le discours prochain. C'est de dire, c'est quelque chose qui doit être adressé de façon plus ou moins spécifique, mais en tout cas par la même équipe. Il n'y a pas vocation à avoir deux teams ou deux choses différentes. Et donc 5%, c'est bien parce qu'on est pile au moment où on est un peu dans l'entre-deux. On voit bien qu'il va falloir franchir l'obstacle, mais il y a peu de marques qui franchissent l'obstacle. Et finalement, celles qui le font, pour le minimum d'investissement, entre guillemets, donc il faut quand même consacrer ou sanctuariser un peu de temps, mais tu as un impact immédiat parce que il n'y a encore pas de concurrence finalement, où il n'y a encore pas de track record fort. Et ce qui fait que la moindre action aujourd'hui positive te permet d'être visible assez facilement. Et sur la deuxième partie de ton propos, c'était plutôt comment on innerve dans nos process et nos protocoles de travail l'IA, comment on fait en sorte d'en utiliser pour en tant que élément qui permet d'aller chercher plus de valeur. Est-ce que tu as des exemples concrets à partager sur peut-être la production de contenu, la production créative? Aujourd'hui, de quelle façon ça a été utilisé, ou peut-être sur go-to-market, ce que tu mentionnais? Oui, globalement, chez Alan, en tout cas, on a été très très proactif dans l'utilisation de l'IA et très tôt, dès 2023. Donc aujourd'hui, l'IA est embarquée dans l'ensemble des domaines, marketing et autres d'ailleurs. Donc dans le marketing, effectivement, il y a toute une partie sur la créativité. Vous, c'est un pingouin, chez Alan, c'est une marmotte. Donc la mascotte, grâce à l'IA,
on a pu lui faire vivre plein d'aventures, la mettre dans plein d'univers différents et créer beaucoup de contenu personnalisé avec cette mascotte, ce qui contribue à créer une love brand, tu en parlais tout à l'heure, à créer beaucoup d'affection, d'affinité avec la marque. Et puis ensuite, dans le reste de notre go-to-market, donc j'empiète un peu sur le deuxième sujet qui est le product marketing, mais avec l'IA, on peut vraiment révolutionner son product marketing et l'amener à un niveau qu'on n'arrivait pas à atteindre précédemment prendre les calls clients, tous les calls avec les clients, et avoir différents agents, une suite d'agents IA qui viennent disséquer ces calls pour en ressortir plein de choses. Ça peut être les objections les plus fréquentes et proposer des réponses aux sales pour les prochains calls en temps réel dans l'outil directement. OK, on a détecté tel mot-clé prononcé par le prospect. Voilà des réponses hyper adaptées pour aller répondre à l'objection. Ça va être détecter des tendances produits. Quels sont les features produits qui reviennent le plus souvent dans les calls et qui manqueraient aujourd'hui dans notre produit, qui va pouvoir alimenter la roadmap. Ça peut être aussi évidemment sur la compétition, sur les concurrents. Quels sont les concurrents qui sont le plus mentionnés, avec quelles objections, et nous permettre comme ça d'affiner nos battle cards, par exemple, pour les commerciaux. Donc vraiment, pour moi, avec l'IA, il y a une possibilité d'augmenter notre product marketing et notre capacité à avoir un très bon pitch, un très bon produit, de très bonnes réponses aux objections qui étaient incomparables par rapport à avant. Ouais, c'est ça. Et sur l'IA, moi, je trouve alors, je vais édulcorer. En tout cas, je vais mettre trois éléments aussi dans la balance. Chez nous, c'est aussi un enjeu que l'IA soit utilisée pour délivrer plus de valeur auprès des clients. Mais moi, j'ai trois enjeux un peu qui sont peut-être aussi chez toi. C'est le taux d'adoption. Je trouve que l'enjeu n'est pas technique. Parce que honnêtement, avec l'IA aujourd'hui, puis étant donné que ça fonctionne beaucoup finalement sur des interfaces humaines ou langagières, entre guillemets, on n'a pas besoin d'être un profil tech pour essayer de sortir des choses de l'IA. Par contre, le vrai défi, c'est les produits qu'on crée ou les features qu'on crée, comment faire en sorte qu'elles soient intégrées dans l'organisation, qu'elles soient utilisées par les membres de l'organisation. Et moi, j'ai un enjeu, effectivement, de tout ce que je sors chez moi. Aujourd'hui, c'est pas utilisé par 100% des consultants. Et peut-être que tu me diras pareil, c'est ce que les commerciaux 100% utilisent. Il y a sûrement des profils un peu réfractaires ou d'autres qui l'utilisent mal. Donc, ça, c'est le premier enjeu. Et moi, je trouve qu'il y a deux autres enjeux. C'est l'illusion de l'expertise. Ça, je le vois un peu sur les profils juniors qui sont, par définition, souvent très technophiles et qui vont avoir un usage de l'IA assez facile, mais qui, grâce à ce que permet l'IA, finalement, vont avoir un peu l'illusion de l'expertise, c'est-à-dire avoir l'impression de tout comprendre, etc. Alors qu'en fait, il y a plein de sous-jacents, finalement, qui sont liés à l'expérience, qui sont liés à des choses un peu intangibles que l'IA n'arrive pas à matérialiser, qui t'échappent. Et le troisième point, c'est un peu... Ça crée des fois une forme de déresponsabilisation. Et ça, c'est vrai avec tous les outils. On a une confiance un peu aveugle vis-à-vis des outils. Moi, le premier, on dit comme c'est un outil, comme c'est un tiers de confiance qu'il donne, c'est forcément vrai, etc. Et sur l'IA, il y a un peu ce phénomène renforcé, je trouve, qui fait qu'on challenge peu, finalement, le produit ou le livrable qui est restitué par ChatGPT et consorts. Et donc, des fois, ça crée des écarts, en tout cas, ça crée des distorsions de qualité par rapport à ce qu'on produit. Donc, sur les trois sujets, c'est-à-dire illusion de déresponsabilisation, illusion de la compétence et taux d'adoption parfois hétérogène. Est-ce que ça, c'est des sujets que tu vois toi aussi? Et si oui, comment tu les adresses l'un et l'autre? Alors, l'illusion de l'expertise, je suis complètement d'accord avec toi. Et effectivement, j'ai entendu à plusieurs reprises un peu ce discours qui consiste à dire ouais, c'est bon, maintenant, une personne va pouvoir tout faire. Un marketeur va pouvoir faire du design, du motion, de la vidéo avec des outils IA. Oui, c'est vrai. Et je pense qu'effectivement, dans une certaine mesure, l'IA permet à chacun d'être beaucoup plus autonome. Et effectivement, il y a une facilité d'aller de l'idée au prototype à la mise en production qui est incroyable et qui est une source de possibilités énorme pour les marketeurs. Maintenant, effectivement, je pense que chacun a aussi son art. Et que en fait un designer sera toujours meilleur en design qu'un marketeur qui utilise de l'IA parce que oui c'est un art, donc c'est une expertise, c'est aller à l'essentiel beaucoup plus vite et justement avoir cet œil critique aussi sur l'IA, sur le rendu de l'IA, et ça je pense que c'est une expertise qu'on ne pourra pas enlever. Donc ouais, je suis complètement d'accord avec toi, l'IA décuple les possibilités de tout le monde.
Et d'un autre côté, l'expertise, pour autant, n'est pas balayée d'un revers de main. Et pour moi, ça rejoint un peu ton dernier point sur la responsabilité. C'est qu'effectivement, l'IA reste un outil. Et donc, notre regard humain, critique, est extrêmement important pour en tirer le meilleur parti. Il ne s'agit pas de dire, c'est l'IA qui l'a dit, donc c'est juste, pas du tout. Et je pense qu'on a tous fait l'expérience de poser une question à ChatGPT qui nous sort des chiffres marchés qui ont l'air très sérieux. Quand on lui demande sa source, en fait, il n'y en a pas. Et donc voilà, je pense que l'œil critique, le regard critique est extrêmement important. C'est ça, ouais, c'est que l'IA, c'est à horreur du vide. C'est un peu comme la nature. Et donc, quoi qu'il en soit, il va te sortir une réponse. Sinon, il va la créer s'il n'a pas les éléments ou le corpus sur lequel il a pioché. Donc, c'est vrai que des fois, c'est bien de prendre de la distance. Et sur la partie expertise, moi, je trouve ce qui est vrai, c'est le cas d'exemple avec les cabinets de conseil. Il y a un discours un peu mainstream qui dit l'IA a tué les cabinets de conseil et compagnie. Les sacs, avant qu'on achetait 10 000 euros la sac, aujourd'hui, on peut les produire. En fait, c'est ne pas comprendre la fonction de ces cabinets-là. C'est-à-dire que ces cabinets-là, effectivement, leur livrable matérialisé, c'est un deck, mais c'est pas ça leur rôle. Leur rôle, c'est de créer des ponts, du lien, c'est de créer un discours, c'est d'arriver avec une figure d'autorité, de légitimité, être une tierce partie dans les organisations pour faire bouger les choses. Et tout ça, aujourd'hui, effectivement, nous, on le voit à travers le prix du deck, mais quand Deloitte ou compagnie arrive, j'ose espérer qu'ils apportent bien plus qu'un deck, quoi, et que finalement ils créent des connexions, ils arrivent avec un track record, etc. Donc ça, c'est des choses effectivement qui sont pas aujourd'hui ubérisables ou en tout cas externalisables via une IA et qui ont encore beaucoup de valeur. Oui, absolument. Et je pense que en fait, l'IA permet d'aller plus vite. Et donc, je pense qu'effectivement, dans le travail des cabinets de conseil, comme dans le travail du marketeur ou n'importe quelle fonction, effectivement, il y a des tâches sur lesquelles on va aller beaucoup, beaucoup plus vite. Sur de l'analyse de données, sur analyser en masse des retours clients, par exemple. Là, oui, effectivement, on fait gagner beaucoup de temps. Mais en fait, c'est du temps qu'on gagne pour aller faire autre chose, pour créer encore plus de valeur à côté. Et donc, c'est là où je pense que l'équation, au final, elle est très positive parce que ça permet de gagner beaucoup de temps, beaucoup d'efficacité sur certaines tâches et d'aller en passer encore plus sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Dans le domaine de l'assurance, il y a tout un métier autour de ce qu'on appelle actuaire. C'est quoi? C'est des personnes qui vont, peut-être que tu le résumeras mieux que moi, mais qui vont être dans la prédiction du risque, en tout cas essayer de calculer peut-être le juste prix par rapport à l'exposition de la boîte. Est-ce que via l'IA, c'est un métier qui a été transformé ou révolutionné? Est-ce que maintenant vous arrivez à avoir une analyse encore plus fine qu'avant? Alors, sachant qu'avant, on ne parlait pas d'IA, on parlait de machine learning ou de big data, mais finalement, les procédés sont un peu les mêmes. C'est-à-dire que vous utilisez finalement toute la donnée à disposition avec des grands modèles pour dire voici la prime de risque optimale pour être sûr d'être rentable. Ça, c'est des choses qui ont évolué ou pas du tout? Alors, moi, je suis marketing, je ne suis pas actuaire, donc je ne me prononcerai pas non plus sur le métier d'actuaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, évidemment, le traitement de la data et l'utilisation de data en masse permet d'avoir des projections extrêmement fines. Là où l'IA est extrêmement puissante, si on regarde le monde de l'assurance de manière un peu globale, c'est sur la fraude et sur la lutte anti-fraude, où effectivement, là, en tout cas chez Alan, moi, c'est sur la détection alors. La détection de fraude en amont, en fait. En regardant des patterns, en regardant, se basant sur l'historique. Que X a un profil de fraudeur potentiel beaucoup plus important que Y, c'est ça? C'est pas un profil de fraudeur, c'est plutôt des actions qui sont faites et qui vont détecter, qui vont déclencher un petit warning en disant attention, basé sur toute la data qu'on a, sur toutes les expériences qu'on a eues, effectivement, quand on combine cette action plus cette action-là, oui, il y a un risque de fraude qui est plus important. Et donc là, oui, dans la détection de fraude, évidemment, l'IA joue un rôle extrêmement important. Et dans un contexte d'inflation médicale, dans un contexte où effectivement le coût de l'assurance augmente, parce qu'il y a de plus en plus de soins qui coûtent de plus en plus cher, effectivement, arriver à modérer cette inflation grâce à de la lutte antifraude, ça a beaucoup de valeur. Okay. Dans les autres priorités, donc tu as cité en 2, tu en as parlé un peu, product marketing. Est-ce que tu nous détailler un peu ce que tu entendais par là? Bien sûr. Alors effectivement, j'en ai parlé un petit peu déjà. Je pense que le product marketing, c'est vraiment l'un des aspects les plus clés du marketing pour connecter ce que fait le produit, ce que vendent les sales, pour connecter vraiment toutes les équipes
qui vont travailler sur le business, sur le produit à l'intérieur d'une entreprise. Effectivement, le product marketing, le go-to-market, c'est vraiment ce qui va permettre de mettre sur le marché le produit avec la meilleure histoire possible. Et aujourd'hui, on est encore au tout début de ce qu'on va pouvoir faire avec l'IA pour aller changer vraiment la donne en termes de product marketing. C'est l'exemple que je donnais tout à l'heure, d'arriver à prendre tous les codes clients, déjà les analyser tous, ce qui avant n'était pas humainement faisable. Mais là, aujourd'hui, c'est des choses qu'on a mises en place chez Alan, de structurer tous les calls pour qu'ils aient tous un formatage à peu près similaire et ensuite pouvoir les mettre dans des modèles IA avec des prompts spécifiques qui ont été développés pour aller les analyser et en ressortir des grandes tendances, des réponses aux objections, de la connaissance sur les concurrents, etc. Et donc ça, effectivement, en termes de marketing, on peut vraiment augmenter notre niveau de pertinence et la précision de nos discours grâce à l'IA. C'est ça, en fait, et puis on gagne en vélocité parce que moi j'ai le sentiment, et je vois un peu avec Eskimo, parce que nous on a une app, donc on a un produit, alors c'est pas on n'est pas Alan, mais on a un petit produit avec 600 clients embarqués, etc. Et je vois qu'on gagne en vélocité et en go-to-market, c'est-à-dire qu'avant, il fallait qu'on prenne nos temps pour valider le développement d'une feature et ensuite qu'elle passe en prod parce que ça prenait du temps, ça mobilisait de la bande passante. Aujourd'hui, on peut même faire des paris, en fait, on peut faire de la B-test un peu en live, entre guillemets, c'est-à-dire que le temps de développement étant divisé par 2, par 4, enfin en fonction de comment on draft le truc, fait que finalement la B-test il se fait en live sur des petits parcs de clients et en fait on va drafter une feature, on va tester pendant 2 semaines, un mois, etc. Puis après ça marche pas, on la jette en fait. Et ça je trouve ça intéressant parce que du coup ça permet effectivement d'itérer un peu, non pas en laboratoire mais vraiment sur des panels, sur des parcs de clients captifs. Et on gagne vraiment en précision, en assertivité, ce qui est plutôt pas mal. Aujourd'hui, quand tu parles de product marketing, pour que ça soit clair pour tout le monde, donc toi tu pilotes l'équipe marketing, c'est ça? Donc c'est combien de personnes l'équipe marketing chez Alan? C'est une trentaine de personnes quand Et j'y à côté, étais. il y a l'équipe produit qui, j'imagine, c'est... Bon, on va dire à peu près équivalent. Et donc, est-ce que tu as des rôles qui sont un peu hybrides qui permettent de faire le pont? C'est ça? Est-ce que tu as ce qu'on appelle des PMM, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. Donc, la façon dont on est organisé, c'est en gros, on a, peu importe le nom, mais des product marketers qui sont vraiment dans les équipes produits au quotidien et qui vont travailler sur le go-to-market des features, des produits et qui vont, par exemple, aussi organiser les grands événements de lancement. Tu parlais de Play tout à l'heure, les Berries. Ça, c'est des gros lancements pour lesquels on fait un événement, des RP, etc. Et puis ensuite, on a des product marketers qui sont vraiment dans les équipes business, des marketeurs dans les équipes business qui vont travailler sur le pitch, la réponse aux objections, la démonstration du ROI. Et évidemment, l'idée, c'est d'avoir une communication extrêmement fluide avec une feedback loop entre le terrain, le business et le produit pour pouvoir améliorer le produit en continu, faire remonter les insights du terrain, alimenter le terrain avec des nouveautés produits, etc. En ce moment, il y a une startup qui a le vent en poupe, c'est Lovable, que tu connais sûrement. Bon, qui a une croissance exponentielle, quoi. C'est une courbe en plus qu'en U, quoi, finalement. Et ce qui est intéressant, c'est que dans leur stratégie de croissance, elle se fait via la communauté. C'est pas le produit, alors c'est le produit, mais in fine, c'est quand même la communauté. Et en fait, c'est la communauté qui est prescriptrice, finalement, des nouvelles recrues. Et donc, c'est un truc qui s'auto-alimente. Et donc, dès que je deviens client, je deviens presque un ambassadeur parce que j'ai une connexion avec la marque qui est très forte. Et après, j'en parle autour de moi. Mais d'ailleurs, moi, je le fais un peu. Je dois être dans leurs meilleurs commerciaux France, je pense, sans qu'ils le sachent. Et ça, c'est un truc que j'arrive pas à craquer, moi, par exemple, pour Eskimos. C'est-à-dire que je dis, on a 1000 clients, énormément de clients ultra satisfaits. Comment je peux en faire des ambassadeurs? Comment je peux capitaliser sur la communauté? Et je trouve qu'Alan, je sais pas si c'est fait de façon volontaire ou pas, mais a cette force. C'est-à-dire que les clients Alan, ils sont tous très contents d'être clients Alan. Et souvent, quand on a des cercles de discussion, qu'on parle de ça, et des fois on parle de ce sujet-là avec X ou Y, le client Alan, c'est toujours le premier qui va dire: ah bah moi, il y a Alan, c'est super, tu devrais regarder, etc. Comment on arrive à créer ça? Et déjà, peut-être me dire si c'est fait de façon volontaire ou non. Et deux, comment on anime une communauté pour que ça devienne des ambassadeurs? Je vais être très transparente. C'est fait exprès, mais on peut faire plus. C'est-à-dire que, en fait, la réalité, c'est avant tout la satisfaction par rapport au produit. C'est parce que les membres Alan sont très contents
de l'utilisation du produit, des promesses que tient le produit, qu'effectivement, ils vont en parler autour d'eux très spontanément. Ensuite, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et c'est un sujet, je pense que tous les marketeurs rêvent de créer un peu cette boucle, quoi, cette boucle, ce parrainage un peu naturel, ce word of mouth qui généré de façon très naturelle. Et c'est très compliqué, je pense, à créer de toutes pièces. Donc la première condition, c'est effectivement, je pense, la satisfaction par rapport au produit. Et puis après, c'est effectivement créer les bonnes conditions pour parler du produit. Et ça, je pense que avec l'IA, là aussi, on peut donner aux membres, aux influenceurs, aux consommateurs, les moyens de parler du produit. Chez Alan, on avait testé des petites choses qui étaient assez intéressantes. Par exemple, donner la main en externe à nos membres pour qu'ils créent des marmottes, qu'ils créent des mascottes comme ils veulent. Alors, du coup, dans un outil qu'on a développé, nous, qui nous permet d'être sûr que ce qui est créé est on-brand. Donc, on maîtrise quand même les assets, la façon dont la marque est véhiculée, mais ensuite, en laissant la main, ce qui permet à tout un chacun de faire vivre notre mascotte là où il veut, dans les circonstances qu'il veut, etc. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui a beaucoup de potentiel pour alimenter les influenceurs, alimenter les communautés. Ça rejoint beaucoup le dernier point que j'avais noté sur la brand. On peut passer au dernier point, donc effectivement. Excellente transition. Brand, voilà. Vas-y, je te laisse. Oui, parce qu'en fait, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation où les communautés, les influenceurs prennent de plus en plus d'importance et où, en tant que marque, on a besoin de naviguer, à la fois, évidemment, maîtriser son discours de marque et développer des assets, un discours qui nous est propre, et à la fois le co-construire avec des influenceurs, avec des communautés, en acceptant de lâcher prise pour une partie. Et c'est ce double rôle, en fait, qui est extrêmement difficile à trouver et qui est en même temps assez passionnant parce qu'en fait, on n'est plus seulement des storytellers, mais on va co-construire la marque avec les ambassadeurs, avec les communautés, en leur donnant les outils. Et là aussi, je pense que l'IA a beaucoup son rôle à jouer pour donner la main à des influenceurs, à des communautés, pour qu'ils créent du contenu au nom de la marque. Et il y a plein d'exemples. Il y en a avec Lego, il y en a avec Ikea. Il y a plein de marques qui ont vraiment déjà donné la main comme ça à leur communauté, et c'est extrêmement puissant. Oui, qui s'approprie effectivement la marque, la tonalité. Il y a un autre exemple, alors c'est pas une marque, mais c'est Thibaut Inchep que tu as dû voir, qui a donné les droits d'utilisation de son visage. Ou de lui en tout cas. Alors après, il y a des évidemment, voilà. c'est pas compliance tout le temps, mais en tout cas, je trouve il fait un super pari. C'est-à-dire, et ça crée effectivement l'adhésion. Puis j'ai l'impression qu'il y a quand même peu de personnes qui se font quand même prendre au piège. C'est-à-dire qu'on sait qu'il a fait ça, et donc c'est vu presque de façon un peu humoristique. Et c'est, comme tu as dit, c'est grâce à l'IA, ça devient quelque chose qui est top of mind, qui est repris, et dont le public s'en parle. Donc je pense que c'est plutôt un super pari qui tente. En tout cas, ça fait trois défis qui sont assez structurants. Une question que j'aime bien poser aussi aux invités, c'est aujourd'hui on est abreuvé de retours d'expérience, de pensées un peu magiques entre guillemets. Et moi je suis très partisan de l'empirisme et très terre à terre des fois. Et donc je t'ai demandé effectivement de réfléchir dans ton quotidien, est-ce qu'il y a une action aujourd'hui qui est faite et qui aujourd'hui génère un effet de levier, c'est-à-dire quelque chose qui peut-être vu comme étant accessoire, mais qui finalement a un effet qui soit multiplicateur intéressant. J'aime beaucoup l'anti-selling. L'anti-selling, c'est d'aller parler avec des prospects, avec des clients potentiels, mais sans leur parler du produit et sans essayer de leur vendre quoi que ce soit. Et c'est quelque chose chez Alan qu'on a mis en place, par exemple, avec l'IA. Chez Alan, on a beaucoup développé l'IA. On avait un discours de marque vraiment intéressant et assez poussé avec des cas d'usage sur l'IA. Et donc, on a mis en place une série d'ateliers sur l'IA qu'on propose à des grandes entreprises, à des futurs clients, mais sans leur parler d'Alan et de notre produit, sans essayer de leur vendre quoi que ce soit ou sans essayer de leur parler d'appel d'offres ou quoi que ce soit, mais vraiment en disant, nous, on a de la connaissance sur un sujet qui a priori vous intéresse, c'est l'IA, comment on met en place l'IA dans une organisation,
c'est quoi la bonne gouvernance, c'est quoi des cas d'usage qui marchent de manière vraiment très pragmatique, et d'aller discuter comme ça. Et ça permet déjà d'avoir des discussions très intéressantes. Ça permet d'ouvrir des portes et de créer des connexions, ce qui peut-être amènera du business dans un second temps. Mais ça, c'est quelque chose en quoi je crois beaucoup. Ouais, c'est intéressant. Alors moi je l'avais pas théorisé comme ça, mais du coup, je m'aperçois que je l'applique un peu à moi-même. C'est-à-dire que moi, je produis pas mal de contenu, que ce soit voilà, via le podcast, mais via des écrits. Moi, j'aime bien écrire, tu vois. J'étais un ancien journaliste, donc j'ai toujours aimé manier un peu, alors je dirais plus, mais plutôt le clavier maintenant. Et en fait, c'est ça que c'est pas du commercial pur tel qu'on l'imagine, et c'est pas péjoratif. Moi, j'adore le commercial, mais c'est une façon effectivement de créer une connexion, de créer un contact, d'avoir un dialogue, un niveau de discours qui est peut-être différent, moins agressif, moins vu comme étant effectivement quelque chose de direct. Et aujourd'hui, ça génère fonction des mois, ça génère entre 10 et 20% de nos leads. Donc, mais c'est des personnes qui disent ah bah tiens, j'ai vu que tu as dit ça, c'est intéressant, et qui te recontactent 3 mois après parce qu'ils ont un sujet. Et je trouve que c'est une bonne façon, effectivement. Voilà, moi aussi je suis dans B2B, alors c'est sur d'autres typologies de clients, quoi. C'est pas les DRH qui m'intéressent, c'est plutôt les directeurs marketing, des gens comme toi, mais ça marche pour tout le monde. Voilà, ça marche comme tout le monde. Et je trouve qu'effectivement, c'est en B2B, c'est une bonne façon effectivement d'adresser son persona type ou son ICP, quoi, entre guillemets. On est tous assaillis, je pense toi aussi, moi aussi, enfin voilà, par du démarchage un peu brutal. Et une bonne façon de se démarquer, c'est d'avoir une anti-méthode comme tu l'as mentionné. Et donc je comprends que ça marche effectivement. Dernière partie de notre échange, c'est c'est la partie inspiration. Moi, j'aime bien effectivement demander aussi à vos invités qu'est-ce qui pas qu'est-ce qui les anime, mais c'est-à-dire que aujourd'hui, voilà, est-ce que tu as des figures un peu tutélaires, est-ce que tu as des personnes qui t'inspirent, des œuvres, des bouquins, voilà, du contenu, et que tu pourrais nous partager? Je vais répondre de deux manières à cette question-là. La première, c'est qu'effectivement, moi, des entreprises qui m'inspirent, ça va être des entreprises avec une mission très forte. Évidemment, on peut penser à Alan et la santé, on en a beaucoup parlé pendant cet épisode. Mais tu vois, je pense aussi à In Memory, par exemple, qui a été créé par la très talentueuse Clémentine Piazza, qui révolutionne le service funéraire et les hommages qu'on peut faire à nos morts. Et voilà, moi, c'est le type de mission et d'entreprise qui m'inspire beaucoup. Deuxième partie de la réponse, de manière beaucoup plus pragmatique au quotidien sur mon métier, qui est celui du marketing, du go-to-market, du business. Je crois beaucoup aux communautés. Alors évidemment, j'en ai créé une, Tech Marketing Leaders, mais effectivement, je pense qu'aujourd'hui, et on l'a vu, je pense, dans la discussion qu'on a eue, le marketing, le go-to-market, il y a beaucoup de challenges nouveaux, avec beaucoup d'outils aussi nouveaux. Et tout seul, je pense que c'est un peu impossible, en fait, de trouver les réponses à tout, d'avoir de l'expertise sur tous les sujets, que ce soit le product marketing, la brand, la growth, etc. Et donc, je crois beaucoup aux communautés de pairs où on va venir s'enrichir de l'expérience des autres, poser ses questions en toute transparence sur moi, je galère sur tel sujet, comment tu fais, toi, dans ta boîte? Et ça, moi, je le vois au quotidien dans Tech Marketing Leaders. Ça marche très très bien parce qu'en fait, on a tous des problématiques similaires. Vous avez un Slack partagé, c'est ça? On a un Slack. Ouais, on a un Slack, c'est vraiment notre outil principal. Ensuite, on fait des petits déjeuners, des événements, surtout quand on repère qu'il y a un sujet qui fédère beaucoup de questions. Dans ce cas-là, on va en faire un event dédié. Mais au quotidien, c'est vraiment par Slack. Et en fait, c'est tous les jours qu'il y a une dizaine de questions qui sont posées par différents membres de la communauté. Et on voit que ce sont des questions que tous les autres partagent aussi. Et en fait, c'est hyper... Déjà, c'est rassurant, parce qu'on voit qu'on n'est pas les seuls à galérer sur les mêmes sujets. Mais c'est aussi extrêmement riche, parce que du coup, on crée du contenu tous les jours en rassemblant ces expériences. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé à écrire Quand les startups et licornes réinventent le marketing. C'était aussi pour agréger, un peu formaliser ce contenu qu'on partage tous les jours sur le Slack. Et ça, c'est marrant parce que je trouve que c'est un phénomène qui est à la fois très nouveau et très ancien. Moi, ça me fait penser un peu aux communautés scientifiques. Bien sûr. Dans la recherche, ça, c'est un truc qui est hyper standard, qui existe depuis des dizaines, voire des centaines d'années, où ils se partagent entre collègues. Sur le marketing, c'est une discipline plus récente, évidemment, mais c'est quelque chose d'assez nouveau. Et historiquement, c'est venu quand même d'organisations lucratives, entre guillemets. C'est-à-dire que c'était des événements, des salons, des think tanks, et donc qui organisaient ça avec des sponsors, qui payaient effectivement des prises de parole, qui avaient accès
finalement à tous les contacts, etc. Et ce qu'on voit depuis quelques années, c'est des communautés qui émergent un peu de façon in extenso, entre guillemets, avec la volonté personnelle d'une, deux, trois personnes ou plus, et dont le but, c'est pas du tout effectivement de faire du business, c'est simplement de créer du lien, d'échanger entre pairs, de donner des bonnes pratiques. Où dedans, il n'y a pas de prestataire ou peu finalement, où c'est vraiment que voilà, entre annonceurs. Absolument. Et ça, c'est intéressant parce que ça dit beaucoup de choses. Et à l'inverse, on voit que les communautés un peu historiques, elles ont tendance à s'essouffler, ou en tout cas, elles attirent beaucoup moins qu'avant. Parce elles sont peut-être vues comme étant trop commerciales ou trop promotionnelles, là où les communautés de pairs, effectivement, c'est on échange d'égal à égal, en fait. Et exactement. Il n'y a pas d'attente autre que de partager du savoir-faire ou de la connaissance. Oui, absolument. Et puis, du coup, comme il n'y a pas effectivement d'enjeu business particulier, là, par exemple, pour Tech Marketing Leaders, on essaie de rester une communauté à taille humaine. On n'essaie pas de grossir absolument. Au contraire, on essaie toujours de garder nos principes fondateurs qui sont des CMO de boîtes tech en forte croissance, parce que c'est ça aussi qui fait que les problématiques sont les mêmes. Parce que quand on grossit trop et qu'il y a 1000, 2000 personnes dans la communauté, au final, c'est trop diffus. Les personnes ont des enjeux très différents, parfois avec des niveaux de seniorité du coup aussi très différents. Et donc, garder les choses à taille humaine, ça permet aussi en fait de favoriser les échanges et de se dire, en fait, on se retrouve effectivement avec des problématiques communes. Super, ce sera le mot de la fin. Je te remercie Aurélie. Merci à toi. Merci, voilà, et merci à vous d'être resté jusqu'à la fin. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, on se revoit dans 2 semaines pour un prochain épisode. Puis on se dit à très vite.